Nous sommes avec une grande méchante. Madame Lambert, bonjour. Bonjour. Patronne de la FNSEA, c'est vous le puissant lobby des agriculteurs qui étouffait Nicolas Hulot, qui l'empêchait de travailler. Vous êtes main dans la main avec le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert. Mais qui avez-vous rencontré ce matin pour me dire tout ça ? J'ai lu, j'écoute. Vous êtes à la manœuvre, la FNSEA. La FNSEA défend les agriculteurs, travaille pour l'alimentation, le bien-être animal, la réduction des phytos. La FNSEA est un syndicat comme d'autres syndicats, mais j'ai effectivement entendu sur votre antenne Monsieur Jadot très très véhément. Vous disiez tout à l'heure, on parle de politisation, de médiatisation, quelle hystérie sur certains sujets. On voit que Monsieur Jadot est en campagne, vraiment. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vous qui empêchez le retrait des pesticides, des herbicides et du glyphosate, Madame Lambert, avec la FNSEA ? Non, nous sommes au travail. C'est-à-dire que dans la vie, il y a ceux qui piaillent et puis il y a ceux qui travaillent. Moi, je fais partie du camp de ceux qui travaillent. Et ceux qui travaillent cherchent des solutions. Et si j'ai amené mon document contrat de solution pour vous, aujourd'hui, c'est justement pour montrer que sur ce sujet difficile des produits phytosanitaires, dont les agriculteurs, les jardiniers, les collectivités ont besoin, il n'y a pas place pour les caricatures et les méchantes phrases ou les propos guerriers, mais il y a place pour le boulot, pour le travail. Et là, il y a moins de monde là. Les agriculteurs, aujourd'hui, ils regardent ce spectacle et cette hystérie et ils se disent qu'allons-nous faire, comment allons-nous faire demain. Donc nous, ce que nous souhaitons, ce sont des solutions. Le président de la République, qu'a-t-il dit ? Il a dit, dans 3 ans, plus de glyphosate. Peut-être. Oui, c'est 2021, normalement. Voilà. Mais il a dit aussi, je ne laisserai pas les agriculteurs sans solution. Un politique, ça dit tout. Mais il faut de la cohérence. Et en même temps, le gouvernement ouvre les frontières à tout va, au soja d'Amérique du Sud, à la viande d'Amérique du Nord, de partout. Donc des produits viennent d'ailleurs, du Nord et du Sud, puisque du Canada aussi. Des produits viennent de partout, avec des modes de production complètement différents des nôtres, mais ça gêne personne. Donc les agriculteurs ont le sentiment d'être dans une souricière, piégés, et en plus caricaturés. Donc moi je suis quelqu'un de pragmatique, on va parler précisément de ce pourquoi on milite, et nous on cherche des solutions. Alors pour supprimer le glyphosate, il y a des alternatives. Vous êtes OK pour qu'on sorte du glyphosate d'ici 2021 ? Nous on est OK pour réduire l'usage des produits phytosanitaires. Ça, on est OK. On entend l'opinion publique, on entend la société qui dit moins de chimie. Pour tout d'ailleurs. Moins de chimie pour les produits ménagers, moins de chimie dans les médicaments, moins de chimie dans nos maisons, moins de chimie partout. OK, c'est normal. En agriculture aussi. On a vécu pendant longtemps avec l'apport de la chimie. On mesure aujourd'hui qu'il faut essayer de le réduire. Donc ça veut dire qu'il y a eu des dégâts ? Oui. Parce que si vous dites faut le réduire, c'est qu'il y a eu des dégâts sur l'environnement. Parce qu'il y avait des méconnaissances et parce qu'il y a aujourd'hui, oui, c'est vrai, des dégâts avérés. Des méconnaissances ou du refus ? Parce que, par exemple, si on considère les questions des insecticides, par exemple, intensifs utilisés dans l'agriculture, qui ont tué, qui ont bousillé non seulement les insectes qui étaient dans les champs de maïs, par exemple, ou dans les vignes, mais qui ont bousillé l'environnement tout autour, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une grande déperdition d'insectes, donc d'oiseaux, donc aussi de lézards, etc., tout ce qui mangeait des petits insectes. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de papiers, il y a 20 ans, qui disait attention, on est en train de s'engager sur une voie qui est extrêmement dangereuse, et le refus à l'époque de vous-même et des représentants du système agricole, non mais c'était pas vous mais du système agricole, qui disait mais non tout ça c'est des fantasmes de bobos écolos qui sont en train de nous emmerder. La vérité c'est que on doit protéger nos cultures et donc ces erreurs elles ont été faites non pas par méconnaissance mais par déni d'une certaine réalité. Tout cela par Madame Lambert. Je ne partage pas parce que il est facile de dire il aurait fallu. Vous savez, les savants, il y en a plein après. Hein. La réalité, c'est que à l'époque, il y avait des décideurs politiques, des interlocuteurs. À l'époque, ni vous ni moi n'avons trié nos déchets. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on se posait pas les mêmes questions. Il faut reconnaître que la problématique environnementale s'est accélérée tous azimuts. Il y a 20 ans, il n'y avait pas une Brune Poisson qui disait faut ramasser tous les mégots. Il faut supprimer tous les déchets plastiques dans la mer. Il y avait les écolos qu'on prenait pour des joyeux illuminés quand même. Oui, vous aviez envie, les agriculteurs, de les mettre au bout des fourches. J'étais au CNJA, au Centre national des jeunes agriculteurs, quand nous avons reçu René Dumont, au congrès du CNJA. C'était en 1985, donc on n'était pas non plus à la ramasse ou en retard sur ces sujets. En 1999, j'ai présidé le Forum de l'agriculture raisonnée, respectueuse de l'environnement. J'ai été celle qui a le plus milité justement pour faire entrer ces problématiques, mais avec une approche pragmatique, parce que comme nous sommes chefs d'entreprise et que nous avons aussi à équilibrer les comptes dans les exploitations, on a besoin de solutions, j'y reviens, pragmatiques et compatibles avec l'économie de nos exploitations. Et là où il y a un problème, c'est que tous ceux qui viennent parler sur les plateaux, mais qui ne sont pas les pieds dans la terre tous les jours pour savoir comment faire,
parle sans faire. Moi, je parle et je fais. Comme par exemple en ce moment. Vous vous êtes fait piéger. Non, mais attendez. Non, attendez, je finis ma phrase, s'il vous plaît. En ce moment, on nous impose de semer des cultures intermédiaires pour piéger les nitrates, des CIPAN. On nous impose de semer des cultures, des surfaces d'intérêt écologique, parce que la règle européenne dit il faut le faire avant le 20 août. Vous avez vu la sécheresse, la canicule, elle a fait l'objet de beaucoup d'émissions. Donc c'est impossible, en fait. Rien ne peut pousser. Donc c'est un semis administratif. On gratte la terre pour montrer qu'on a essayé de le faire. On fait une déclaration à la direction de l'agriculture et on dit on a essayé mais ça ne pousse pas. Donc à force d'avoir voulu mettre encadré, réglementé, tout, sans tenir compte du bon sens. On disait le bon sens paysan il y a quelques années, mais c'est encore le bon sens paysan. Excusez-moi, mais quand la terre est poussière, rien ne pousse dans la terre poussière. Eh bien, on doit quand même semer. Ça, c'est ridicule. Alors, il y a eu une prise de conscience tous azimuts. Il y a aujourd'hui un ministère de l'écologie numéro 2 du gouvernement. Ça n'existait pas avant non plus. Nicolas Hulot. Enfin, c'est pas avec lui que vous travaillez. Vous travaillez avec Monsieur Travers et pas avec Monsieur Hulot. On travaille avec Monsieur Hulot. Monsieur Hulot est venu sur le stand de la FNSEA pendant une demi-heure au salon de l'agriculture. Il n'avait pas prévu de venir. Il est venu sur le stand INRA. Je l'ai invité à traverser l'allée et nous lui avons présenté nos travaux pour réduire les produits phytosanitaires. Il a pris le document. Il a dit, ce document, je le fais mien. Parce que lui regarde que nous travaillons. Et quand il l'a dit, il faut faire confiance aux acteurs. Comme l'a dit Monsieur Travers, comme l'a dit Monsieur Édouard Philippe, à la norme, je préfère le contrat, Dixit Édouard Philippe le 21 décembre. Voilà ce dont nous avons besoin. Oui, mais sauf que du côté du gouvernement, et on entend Nicolas Hulot dire, mes dossiers ils sont bloqués à l'Élysée. De toute façon, je suis court-circuité par Stéphane Travers. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Alors. Oui, alors moi je rentre pas dans cette guerre entre ministres. Il y a des ministres, il y a Matignon, il y a un gouvernement, il y a donc des arbitrages. Monsieur Hulot a fait avancer un certain nombre de sujets. Les arbitrages, ils vont vers les agriculteurs. Pas tous. Pas tous. Quand il y a des retraits de molécules, vous en parlez pas beaucoup, mais il y a eu quand même beaucoup de retraits de molécules. On peut citer le diméthoate, qui est le produit qui permet de traiter la mouche Suzuki qui attaque les cerises, La France a supprimé le diméthoate sous la responsabilité de Stéphane Le Foll. On a baissé notre production de cerises de 37% l'année dernière. Les Français ont mangé autant de cerises. Mais elles venaient d'ailleurs. Et elles étaient traitées avec du diméthoate. Est-ce que c'est logique? Non. Le 6 août, je rentrais chez moi, je m'arrête dans un supermarché pour acheter des fruits. Je vois des cerises belges. Elles sont traitées au diméthoate. Donc on a aujourd'hui dans nos rayons des produits traités avec des produits phytosanitaires qui sont interdits aux agriculteurs. Et on nous explique qu'il va falloir arracher tous les cerisiers du Var, 3000 hectares, du Vaucluse, 3000 hectares. Savez-vous combien ça coûte pour replanter un hectare de cerisier? Ça coûte 40 000 €. Qui va replanter? Pas le petit agriculteur qui va pas y arriver. Donc, il y a des décisions incohérentes. Soit ces produits sont dangereux et ils sont interdits partout, planète entière, parce qu'on est sur un marché ouvert. Quand on fait rentrer des noisettes turques, tout plein de produits venant de partout. Mais c'est possible aussi, madame, parce que je rappelle juste qu'il y a un village dans le Var qui s'appelle Corrence. Ça fait 15 ans qu'ils ont un modèle vertueux. Tout est bio. Donc, on n'a pas besoin d'attendre 2021 pour éradiquer les produits chimiques. Qui peut manger bio quand ça coûte 30% plus cher? Mais c'est possible. Comme modèle, c'est possible. Comme modèle d'agriculture. Donc, pourquoi est-ce que ça ne se fait pas plus sur le reste du territoire? L'agriculture biologique est en train de se développer. Elle est en train de se développer. Dans ma région, les Pays de la Loire, nous sommes une des régions où l'essor est le plus important. Il y a aujourd'hui un marché. Il n'existait pas il y a 2-3 ans. Il y a 2-3 ans, le lait bio était vendu en conventionnel parce que les consommateurs n'achetaient pas. Aujourd'hui, la demande est là. Tant mieux. Donc il faut faire matcher la production et la consommation. Mais il faut admettre aussi que ces produits sont plus chers. Or, beaucoup de consommateurs n'ont pas les moyens. Et il faut le regarder. 49% des consommateurs disent le prix est l'élément déterminant pour moi pour acheter. Je vous donne un exemple sur les œufs. Les 10 œufs, 1,43 €. Conventionnel, cage. Les œufs en plein air, 2,80 €. Les œufs bio, on passe à 3,80 €, voire plus. La ménagère de 50 ans ou moins peut-elle nourrir sa famille seulement avec ce modèle-là? Excusez-moi, Madame Lambert. Donc il faut le développer, oui, mais il faut regarder qu'il y a d'autres demandes pour d'autres. Madame Les gens Lambert, sont prêts à faire des efforts sur la qualité. Les aides aux agriculteurs qui permettent souvent on sait, on a un agriculteur parmi les grandes gueules qui nous explique qu'en fait on paye pas notre viande au vrai prix, qu'on paye et qu'en fait c'est l'aide qui est apporté aux agriculteurs sous forme de subventions, qui fait que les prix sont régulés en quelque sorte, c'est-à-dire il a ce qu'il vend sa bidoche et il a l'aide qu'on lui donne européenne qui lui permet de vivre modestement. Qui lui permet de vivre. Donc c'est les deux additionnés. Or on voit que par exemple les aides ne sont pas pareilles sur le bio et sur des produits non bio, qui fait que automatiquement le prix du bio ressemble plus au prix réel
que parce que les aides sont différentes et qu'il y a plus d'aides. On sait qu'il y a eu par exemple il y a des aides européennes qui sont importantes sur certains produits qui changent d'une année sur l'autre, mais des aides importantes qui vont peut-être disparaître dans l'avenir, mais en tout cas aujourd'hui encore, et ça change énormément le prix du produit. Moi je suis d'accord pour manger moins de viande et payer plus cher. Vous voyez ce que je veux dire? Madame Lambert. Reparlons des chiffres. Les agriculteurs en agriculture biologique perçoivent des soutiens comme moi, à l'hectare. Des aides à l'hectare. Vous produisez quoi, vous, Madame Lambert? Moi, nous avons des cultures et des porcs. Des cultures pour nourrir les porcs, puisque toutes les cultures sont stockées et distribuées aux animaux, mais absolument pas vendues dans le commerce. Même la paille, puisque nos truies sont élevées sur paille et en case collective. D'accord. Et nous sommes en agriculture raisonnée, donc à la FNSEA, c'est une éleveuse qui préside la FNSEA, pas toujours les grands céréaliers, comme j'ai pu le lire sur Twitter avant ma venue ici. Et nous avons, nous aussi, 5% d'agriculture biologique à la FNSEA, donc on est pile poil dans la moyenne nationale. Les agriculteurs bio, en plus des aides perçues par tout le monde, touchent des aides à la conversion. Pendant 5 ans, mais des aides importantes pour se convertir. Bon, ils sont malheureux et ils ont raison, parce que l'État est très en retard pour les leur payer, ils sont payés 2 ans après. Ça, c'est pas normal. Mais par contre, ils ont des aides pour se convertir. Et ils ont ensuite des aides au maintien, ce qui fait qu'ils ont les aides classiques, les aides à la conversion, les aides au maintien, et en plus, ils vendent plus cher. Donc, faut dire tout ça. Faut pas dire des choses fausses comme celles que vous avez dites. Mais Madame Lambert, avant de continuer les questions avec Majid notamment, mais on est parti du glyphosate et on est arrivé vers le bio. Aujourd'hui, la question est: est-ce que les agriculteurs, dans le cadre de leur transformation, de leur conversion à une agriculture plus vertueuse, est-ce que vous pouvez vous passer du glyphosate et des herbicides et passer des insecticides, passer à autre chose qui rassure finalement tous les consommateurs au moment où on a tous une prise de conscience sur on doit mieux manger, on doit protéger notre terre, quoi, si on veut continuer de vivre dessus. Est-ce que vous pouvez vous en passer, oui ou non? Notre préoccupation, c'est de produire une alimentation saine, sécurisée, diversifiée, et on doit livrer des produits sains, loyaux, marchands tiers, sans défaut. Les consommateurs attendent cela aujourd'hui. La pratique de l'agriculture fait que quand il pleut beaucoup et qu'il fait chaud, les champignons attaquent. Oui. Vous avez parlé du mildiou dans les vignes. Voilà, quand il y a du mildiou, ça vient de chaleur et humidité égale mildiou. Pour traiter le mildiou, que faut-il? Des produits phytosanitaires, même en agriculture biologique. Les plantes en bio ont aussi besoin d'être soignées. Une étude INRA dit qu'elles sont un petit peu plus résistantes, mais elles ont quand même besoin d'être soignées. Et il y a aussi des produits phytosanitaires. Donc l'objectif pour tous les modèles, raisonnés, bio, durables, conventionnels, c'est de les réduire le plus possible. Mais que dit l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique? L'INRA dit, à ce jour, il y a des impasses. On ne peut pas supprimer tous les produits. On ne va pas supprimer tous les médicaments. Quand on est malade, on se soigne. Quand mes animaux sont malades, je les soigne. À bon escient et en réduisant les doses le plus possible. Sur les animaux, au passage, on a diminué de 36% le recours aux médicaments. Ça n'a pas fait la une des journaux. Ça n'a pas fait. Ça n'a pas fait, oui. Moins 36%, moins 42%. Pour les antibiotiques qui ne servaient à rien, qui n'étaient pas faits que pour soigner. Moins 42% sur les porcs. Oui, mais sur l'antibiotique préventif, pas sur l'antibiotique de soins. Sur l'ensemble des antibiotiques. Oui, je pense que vous avez ça veut dire quoi? Non, mais vous avez des propos généraux, mais vous n'êtes pas précis, monsieur. Ça veut dire quoi? Non, mais attendez, c'est pas mon métier, mais ça veut dire quoi? De savoir qu'on a mangé, des porcs et pas que des porcs, puisque qui étaient dopés, qui étaient bourrés d'antibiotiques pendant des années et des années, et qu'aujourd'hui, grâce à la pression populaire, vous avez été amené à réduire, parce qu'effectivement, c'est plus... et on l'a fait en 5 ans. Heureusement. Voilà. Et on l'a fait en 5 ans, mais reconnaissez que le boulot a été fait. Heureusement. Quand je dis, il y a ceux qui piaillent et ceux qui travaillent. Mais heureusement qu'on s'en est occupé de vous contraindre à le faire. Parce que vous l'auriez pas fait de vous-même. Heureusement qu'il y a des lanceurs d'alerte, parfois moins agressifs que mon voisin Paul d'ailleurs. Mais bon, c'est la vie, on est aux grandes gueules. Oui. Et donc, ce moins 36%. Il y a de la passion. Oui. Ce moins 36%, il a été fait grâce au travail des agriculteurs. Formés, professionnalisés, conseillés par les vétérinaires, etc., etc. Ça veut dire qu'il faut du temps. Et on l'a fait en 5 ans. C'est aussi ce qui nous fait dire que pour réduire les produits phytosanitaires, dont le glyphosate, en 2 ans, même l'INRA dit, on n'y arrivera pas. Par contre, on essaye d'identifier des solutions. Quelles sont-elles? Le glyphosate, c'est un herbicide. Comment peut-on supprimer les mauvaises herbes? À part avec le glyphosate, mécaniquement. Donc, il faut des appareils et passer plusieurs fois avec le tracteur et un outil à dents qui gratte la terre. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 6 litres de gasoil à l'hectare, on aura 60 litres de gasoil à l'hectare. C'est pas mieux. Non. J'entendais Monsieur Le Foll hier sur l'antenne, sur une antenne dire, finalement, ce qui va être proposé en remplacement n'est pas mieux parce qu'en plus, ça va
complètement supprimer la fonction capture carbone du sol parce qu'on va libérer du carbone plein pot. Il peut pas y avoir une mesure qui n'a que des avantages. Bernard Chevassus-Louis, qui est président d'une ONG réputée Humanité et Biodiversité, dit il faut se satisfaire de solutions imparfaites. Il n'y aura pas la solution parfaite. Quand on va avancer pour réduire les phytos, si par exemple le glyphosate venait à être supprimé pour tous les usages, ça sera catastrophique pour l'objectif COP21 et accord de Paris, capturer du carbone dans les sols agricoles, parce qu'on va libérer du carbone. Donc il faut accepter un compromis. Et un compromis, ça s'accepte quand on accepte de mettre tout à plat et de regarder dans l'équation à plusieurs inconnus et à plusieurs paramètres, qu'est-ce qu'il faut actionner. Donc on est au travail, il y a des solutions. Un autre exemple, ce sont les robots. On peut aujourd'hui mettre des robots dans les vignes qui grattent la terre et qui désherbent mécaniquement. C'est possible, c'est cher. Oui, c'est de l'investissement. Tous les agriculteurs ne pourront pas se les payer demain matin. Donc il faut aussi un accompagnement. Alors si c'est un enjeu pour tout le monde, si c'est un enjeu pour tout le monde et que ça vous préoccupe vraiment, puisque la nature est un bien commun, il faut que tout le monde mette la main à la Ça veut pâte. dire qu'il faut accepter de payer, il faut accepter nous aussi de payer plus cher les produits. Madame Lambert, présidente de la FNSEA, vous restez avec nous, suite du grand oral des GG dans un instant. Nous sommes avec la présidente de la FNSEA, le principal syndicat agricole, Madame Christiane Lambert, elle-même productrice, éleveuse de porc, c'est ce que vous nous disiez. Alors, question, on était sur le rapport des consommateurs aussi. Question de Majid Oukacha. Moi, je fais partie de ces consommateurs qui regardent le prix et en même temps, je reconnais effectivement que moi, j'estime par exemple la nourriture brute, les fruits, les légumes, même la viande, le fait que, par exemple que un pack de lait coûte moins cher qu'un paquet de cigarettes. Je trouve globalement c'est pas si cher que ça. Moi, je pense que si on va au bout de votre logique et des exigences des consommateurs qui de plus en plus veulent éviter des produits chimiques, c'est qu'on va devoir aller vers une forme de protectionnisme national, un deal peut-être gagnant-gagnant entre les agriculteurs qui pourraient avoir des avantages économiques et à côté de ça qui pourraient ne pas peut-être être dans une situation de monopole qui fait qu'ils pourraient abuser sur les prix. Je pense que ça doit être un très très bon deal, d'autant plus que moi à titre personnel en tant que consommateur, j'avoue que je suis un peu dans le flou à chaque fois. Par exemple, le bio français est soumis à des normes, le bio européen a des normes différentes. Même quand il y a la simple appellation bio, il faut savoir qu'un bio au Brésil, c'est pas du tout les mêmes normes, c'est pas du tout la même qualité. L'agriculture française, d'une manière générale, est très bonne et soumise à des critères de qualité qui fait que on a vraiment peut-être l'une des meilleures agricultures. Mais toi, tu achètes un prix ou tu regardes le produit? Alors moi, j'essaie de transiger au marché ou au supermarché entre les deux. Moi, je veux bien qu'il y ait plus de protectionnisme national, parce que c'est vrai que ce qui est un peu embêtant dans le secteur de l'agriculture, contrairement à l'industrie, on nous parle trop souvent d'aide. Moi, je voudrais bien des fois qu'il y ait une forme de protectionnisme économique avec des leviers sur l'argent, comme avec l'acier par exemple, qui vous avantage les agriculteurs, qui fait que vous serez payé au prix juste. À côté de ça, je voudrais qu'il y ait un deal gagnant-gagnant avec les consommateurs, que vous un prix juste, c'est nous la qualité, cette espèce de monopole et de protectionnisme ne vous autorise pas effectivement à dépasser les bornes, même si j'entends bien qu'aujourd'hui, moi j'estime que c'est pas si cher que ça globalement d'acheter des fruits et légumes, que ce soit sur les marchés ou dans les supermarchés. Les Français n'ont jamais dépensé aussi peu pour se nourrir. Du temps de ma mère, c'était 30% de la dépense des ménages qui était consacrée à l'alimentation. Aujourd'hui, c'est 13%. Pour la jeune génération, c'est moins de 10% consacré à l'alimentation. Quand vous dépensez 100 €, il y a 6,50 € qui reviennent à l'agriculteur, à la productrice que je suis. Seulement, le reste se noie ailleurs. Les intermédiaires. Et donc, les agriculteurs disent, nous on veut des prix, pas des primes. On voudrait que le prix de nos produits soit le prix de notre travail, de nos investissements, de nos efforts qualitatifs. Moins de médicaments pour les animaux, moins de phyto, ça a un coût. Il faut que ce soit intégré dans le coût du produit. Mais quand le leitmotiv de la grande distribution, avec quand même la complicité du pouvoir, qui a voulu faire du pouvoir d'achat des consommateurs sa politique prioritaire, au détriment du pouvoir d'achat des agriculteurs, eh bien ça conduit à des prix toujours plus bas. Et la communication des grands distributeurs, je rappelle qu'il y a aujourd'hui 4 distributeurs qui représentent 92% des ventes. Si ça, c'est pas une position dominante, qu'est-ce que c'est? Et leur leitmotiv, c'est moins cher, moins cher, moins cher. On le voit bien, ils se battent tous pour ça. Donc, le deal qu'il faut trouver entre nous, le deal qu'il faut trouver entre nous, et vous avez raison, et j'adhère à votre propos, c'est les consommateurs aujourd'hui disent qu'ils sont prêts à payer plus cher. Une enquête Kantar Média le dit. 53% des Français sont prêts à payer plus cher, jusqu'à 10% s'ils sont sûrs que ça revient aux producteurs. Mais il y a quand même des consommateurs, et j'en connais, qui n'ont pas les moyens, moins de moyens, et qui ont besoin de produits moins chers. Donc il faut une gamme élargie, mais il faut monter en gamme aussi, et garder à l'esprit que ce qui n'est pas cher, si on n'est pas capable de le produire nous en France, ça viendra d'ailleurs. Savez-vous que la France, grand pays producteur de vin, est le deuxième importateur de vin en Cubie. Pourquoi? Parce qu'il y a des consommateurs de vin peu chers.
Et si la France n'est pas capable d'avoir la compétitivité nécessaire dans les exploitations pour quand même se produire ce vin-là, eh bien, il vient d'Espagne, voire il est frauduleusement réétiqueté, comme on l'a vu récemment. Peut-être parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat du consommateur aussi. Aujourd'hui. Oui, mais parce qu'on peut pas tout mettre sur le dos non plus du consommateur et dire vous cherchez un prix. Peut-être que les familles cherchent un prix parce que. Je pense qu'il y a eu aussi un problème d'éducation et un problème d'habitude. On pense qu'on peut manger toujours moins cher. Pensez-vous qu'on peut s'habiller toujours moins cher et s'habiller français? On voit comment le textile, la chaussure a disparu. Toutes les autres industries ont disparu. L'agriculture, elle est ancrée dans les territoires. Dans beaucoup de départements, vous enlevez l'agriculture, qu'est-ce qui reste? Moi, je suis originaire du Cantal. Dans le Cantal, il y a plus de vaches que d'habitants. Il y a des pâturages verts, c'est un département touristique merveilleux. Vous enlevez l'élevage dans ces départements d'élevage et on peut prendre la Corrèze, la Creuse, les Savoies, parce que partout l'agriculture est extrêmement différente, mais elle s'est adaptée au territoire. Et même dans certains territoires, l'agriculture a su faire le qualitatif, la montée en gamme, les fromages AOC. La Bretagne a su faire des légumes et évolue aussi vers des nouveaux légumes. Évolue très vite. Elle bouge. Y compris au niveau de l'élevage, ce qui était incroyable. Partout dans le monde, l'agriculture française est plébiscitée. Et en France, elle est brocardée tous les matins. Tous les matins. Je suis pas d'accord avec vous là-dessus. Moi, je vous arrête. Je pense que vous grossissez le trait. Franchement, les Français sont attachés à leur agriculture, à l'activité. Très honnêtement, je connais un peu le milieu du vin et notamment de gens qui sont œnologues et puis qui font des choix. À l'étranger, quand on va en Chine ou même là, j'étais en Belgique, dans les restaurants, on nous présente du vin italien, souvent du vin italien, très peu de vin français alors qu'on est très près, parce que les gens qui le font et qui goûtent c'est pas une question de prix. Les gens qui le goûtent à l'aveugle trouvent que les vins, on a aussi beaucoup déconné avec le vin en France. C'est aujourd'hui totalement reconnu. On nous a imposé des goûts, on nous a imposé une forme de vin qui était quand même limite sur le plan. On a voulu vendre aux Américains et en Asie avec le diktat du fameux Robert Parker. On a fait du vin boisé. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui en Chine, on trouve plus de vin portugais et de vin italien que de vin français. Donc faut arrêter de dire ça. Il y a eu des choix stratégiques. On a été mauvais. Alors, on a perdu notre monopole là-dessus, alors qu'on était de très loin les meilleurs. Madame Lambert. Là aussi, on peut pas dire on a été mauvais de façon absolument globale et générale. En France, nous avons tous les vins. Alors. Il y a des vins qui ont joué le haut de gamme très tôt. Il y a des vins qui l'ont joué moins vite. Et les autres pays aussi ont fait un développement qualitatif très important. J'ai vu les vins du Portugal, je les ai goûtés, les vins du Chili. Il y a des bons vins ailleurs. Ceux qui nous appellent à être meilleurs tout le temps. On peut pas s'endormir. Mais les viticulteurs français qui sillonnent le monde pour vendre le vin français sont aussi ceux qui ont le plus fait en matière de réduction de produits phytosanitaires. Absolument. Parce que TerraVitis ou agriculture raisonnée ou toutes ces démarches de vin éco-responsables sont aussi reconnues. Et ces éléments non commerciaux qui font que parfois nous sommes plus chers, nous souhaitons qu'ils soient reconnus, y compris d'ailleurs dans certains cahiers des charges et dans certains accords commerciaux, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Et puis il faut dire aussi que la France n'a pas été suffisamment agressive à l'export assez souvent, mais pas que pour le vin, pour bon nombre de produits. Oui, parce que c'est récréatif, le vin dont on parle, mais la réalité c'est les fruits et les légumes, c'est ça avant tout qui est vivrier et quotidien. Enfin, c'est la nourriture, c'est le premier médicament. En réalité, c'est même une affaire de santé publique. Ce sujet, c'est pour ça que moi je dis dans l'avenir. C'est récent cette façon de penser la nourriture est extrêmement récente. Mais Madame Lambert, à moins que ce soit Caroline qui avait posé la question, je veux pas te la piquer sur les fraises et les abricots. Je voulais parler. Donc je te la laisse ou j'y vais? Je reviens sur les propos de la semaine dernière. Oui, on a eu un sujet la semaine dernière sur justement le goût, la saveur des fruits de saison de cette année que j'ai trouvé clairement dégoûtant pour les fruits et les abricots de Bergeron. Je les ai beaucoup aimés. Je trouvais qu'ils avaient un vrai goût. Mais alors, les fraises, c'était une catastrophe, quoi. Même les fraises françaises, parce que je parle pas des fraises espagnoles. Je le redis, je vais me faire insulter. Ça n'est pas l'Espagne que je décris. Ce sont les fruits d'Espagne qui sont dégoûtants. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça avait un goût de flotte. Voilà. Non, vraiment, je le dis, je fais pas de langue de bois. Mais les gariguettes de cette année, même les saniflettes, n'étaient pas bonnes. Sifflorettes, pardon. Je voulais rebaptiser les gariguettes. Sifflorettes. C'est une autre gamme. Donc, comment ça se fait qu'il y avait si peu de goût sur nos fruits de saison cette année, les fruits estampillés français, qui sont très chers. J'ai lu l'enquête de l'association CLCV. J'ai lu aussi la conclusion. C'est intéressant d'aller jusqu'à la conclusion. Oui. Et alors, moi, j'ai acheté des fruits, des abricots, des pêches, des nectarines, délicieux, en supermarché et sur le marché. Vous les avez trouvées bonnes? Moi, je les ai trouvées dures comme de la caillasse. J'ai acheté des abricots à confiture.
parce que j'adore faire de la confiture. Ouais. Et j'ai même mangé des abricots à confiture. Ils venaient d'Ardèche, ils étaient délicieux. Donc vous voyez qu'il peut y avoir, on peut tout trouver. Bon, revenons au sujet. Que dit la conclusion de CLCV? Il faut changer le mode de distribution dans les magasins parce que quand il y a des rayons où les fruits sont entassés, il faut qu'ils arrivent pas trop mûrs parce que sinon ils sont touchés et dès le lendemain ils ont des défauts. C'est aussi le mode d'acheminement des fruits vers le lieu de distribution qui fait il faut qu'ils soient récoltés avant maturation parce que s'ils sont récoltés trop mûrs, en magasin grande surface, quand ils sont un peu touchés par tout le monde, ça ne marche pas. Donc, et s'ils voyagent en venant de loin, en plus. Former les responsables de magasins, améliorer le transport, améliorer la distribution. Et pour les producteurs, c'est un vrai dilemme que d'avoir des bons arbres dans les fruits dont tout le monde nous dit « Oh, vos fruits sont merveilleux, pourquoi on les retrouve pas comme ça au supermarché ?» Mais oui, parce que la chaîne de distribution ne colle pas. Donc tout le monde ne peut pas être vendeur direct et vendre ses abricots au coin du verger, mais il faut indéniablement que les magasins et les distributeurs fassent des efforts pour respecter la qualité des produits. Les producteurs ne demandent qu'une chose, la satisfaction du consommateur. Mais revoyons certaines chaînes de distribution trop longues. Vous faites pas du tout allusion au fait qu'on a quand même transformé les fruits. Pas génétiquement, pas en OMG, mais qu'on est arrivé à les transformer. Vous inversez, monsieur. Non, c'est pas OMG. C'est OGM. C'est OGM. Tu fais comment avec la Non, salissette? excusez-moi, On les a tous calibrés, on n'a en pas fait. suffisamment. On ne se connaît etc. pas, mais je crois qu'il va falloir que je vous forme un petit peu. Attendez. Si, ça sera nécessaire. Ok, attendez, je veux dire, vous faites pas allusion parce qu'il y avait Baraton qui était intervenu sur cette question quand on avait eu cette discussion, et effectivement, on a fabriqué aussi, c'est pas de la faute des paysans, hein, on a fabriqué aussi des qualités de fruits et de tomates, par exemple, qui favorisaient le transport, qui favorisaient le fait qu'elle s'écrasait pas, etc., qui sont des fabrications génétiques. On les a fabriquées et au détriment du goût. Mais ça, on sait qu'il y a des qualités qui sont dégueulasses, de fait. Dans les années 60, la grande distribution n'existait pas. Peu à peu, la grande distribution s'est développée et les Français vont acheter en grande distribution. 83% des achats alimentaires sont faits en grande distribution. Pour avoir des fruits qui tiennent encore le coup, c'est vrai. Mais qui a imposé? C'est pas les producteurs qu'on demandait. C'est pas les producteurs. Qui va au supermarché? Je suis d'accord. C'est pas les agriculteurs. Non, mais je dis pas que c'est de la... Moi, je cherche des solutions. Vous cherchez qui a mal fait. On a mal fait. Tout va mal. C'est noir. Moi, je cherche des solutions. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Des agriculteurs qui changent aussi les dates de récolte, mais qui changent aussi l'emballage. Il y a eu un gros travail fait sur la logistique vis-à-vis des fruits, qui fait qu'on peut trouver aujourd'hui des fruits qui ont du goût, des fruits qui sont appréciés par tous. Je suis un département, le Maine-et-Loire, où il y a énormément de fruits et de légumes. Je peux vous dire qu'il n'y a pas... Le sondage a surpris. Je peux vous assurer que nous, en tant que consommateurs, on l'a ressenti cette année. Même au niveau des légumes, c'était une saison qui était plus que fadasse. Ouais, on n'a pas pu profiter des fruits. Est-ce que les variétés vont évoluer? Est-ce qu'on va retourner, par exemple, à des variétés qui sont moins belles et moins transportables, mais avec plus de goût, par exemple? On voit les difficultés qu'ont les distributeurs à vendre les fruits qui ont des défauts, sauf lorsqu'on parle des fruits moches ou des légumes moches. On voit bien quand même que la pomme qui a un nian ou qui a une tache de tavelure, elle est laissée sur le côté, elle est achetée en vernis. Moi, je reconnais que ce réflexe, quand je vois des tomates, par exemple, j'ai eu ce réflexe très longtemps. La tomate moche, boursouflue et pas, enfin, bref, difforme. Pas belle. Inconsciemment, j'ai le réflexe de me dire, elle a l'air moins gustative, moins bonne que celle qui... La bonne nouvelle quand même, c'est que comme cette critique revient tous les étés, parce que c'est récurrent et c'est une façon d'aiguillonner aussi, le Centre interprofessionnel de recherche sur les fruits et légumes axe beaucoup ses recherches sur deux choses: la résistance aux maladies, pour utiliser moins de produits phytosanitaires, on y revient, et le goût et le maintien du goût. Donc dans les axes de recherche, ça fait effectivement partie des choses qui sont prioritaires. Dernière question, est-ce que le mouvement L214, qui montre ce qui se passe dans les abattoirs avec des caméras clandestines, est l'ennemi des agriculteurs et des producteurs aujourd'hui? L'ennemi, c'est pas le mot. L214 a joué un rôle d'aiguillon. Sur le fond, ce qui n'est pas bon, il faut le dénoncer, il faut le faire avancer. Là où je conteste, c'est sur la forme. Rentrer de façon intrusive dans les élevages la nuit, en caméra cachée, avec des caméras infrarouges qui font hyper peur aux animaux, c'est évident que les animaux se comportent différemment quand vous arrivez avec la lumière braquée sur eux. Donc sur la forme, rentrer comme ça et ne pas respecter les éleveurs, vouloir généraliser sur un cas qui va mal, ça c'est pas normal. Par contre, là où il y a des problèmes, il faut faire avancer les dossiers. D'ailleurs, les abattoirs ont... Il y avait du retard sur les abattoirs.
Sur les abattoirs, il y avait des obligations faites aux abattoirs de plus grande taille, moins aux abattoirs de plus petite taille, ce qui a posé d'ailleurs des problèmes pour mise en conformité. Ce qui est sûr par contre, c'est que tous les abattoirs se sont mis vraiment en conformité aujourd'hui. Le ministre précédent, Monsieur Le Foll, a imposé des règles plus exigeantes en termes de contrôle et de référent bien-être animal, une personne vétérinaire qui est présente dans tous les abattoirs pour contrôler qu'à toutes les étapes de l'abattage de l'animal, il n'y a pas de souffrance, parce que dans nos élevages, on les élève sans souffrance, on veut les élever sans souffrance. Donc nous, voulons qu'à l'abattoir, lorsqu'ils arrivent sur le quai pour ensuite être abattus, ce soit le plus court possible et avec le moins de souffrance possible. Par contre, sur la forme, je condamne, y compris les propos très durs. Enfin, derrière L214, c'est surtout un système anti-viande qu'ils veulent développer. C'est pas tellement le bien-être animal, c'est le véganisme qui est leur cause réelle. Est-ce que vous comprenez et vous approuvez le coup de gueule de Brigitte Bardot aujourd'hui contre l'abattage rituel au moment de la fête de l'Aïd ? C'est un sujet extrêmement sensible parce que quand je vous dis qu'on veut pas que les animaux souffrent, c'est évident que les animaux qui sont égorgés sans être étourdis souffrent plus longtemps. Il y a dialogue aujourd'hui entre les abatteurs, les bouchers et les cultes, mais c'est un sujet très compliqué. Dans d'autres pays, il y a concomitance entre le coup de couteau qui saigne l'animal pour donner la mort et le matador qui donne l'impulsion qui fait l'étourdissement. En France, nous n'y sommes pas parvenus encore, mais c'est vrai que au moment où on parle beaucoup de bien-être animal, ces formes d'abattage où l'animal met 10 minutes pour rendre l'âme, alors que quand il est saigné en étant étourdi, il meurt en 10 secondes, ça interroge. Merci Madame Lambert, présidente de la FNSEA, d'être passée par le grand oral des GG.